c'est qu'en chinois, c'est le papier blanc, le support blanc, la soie sur laquelle on écrit, qui est yang, qui est donc la source d'énergie. Et c'est au contraire l'encre noire qui est yin. Et c'est complètement contraire à ce qu'on imaginerait, puisqu'on écrit avec l'encre, donc on imaginerait que l'encre serait yang. Mais non, pas du tout, c'est que l'encre est yin. D'ailleurs, l'encre étant sombre, froide, on comprend très bien qu'elle soit yin. Bon. Seulement, pensez que le blanc comme yang, comme principe d'énergie, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Or, si vous regardez ce tableau, vous êtes complètement sidéré de la multiplicité des blancs et de la force incroyable du dernier blanc qui est couvrant, alors que le blanc qui est en dessous est un blanc transapparaissant, dirais-je. Bon. Et il m'a semblé, chez Isabelle, que ce qui était très étonnant, c'était cette multiplicité des usages du blanc. Alors, je suis allée voir un petit peu dans l'histoire de la peinture. Dans l'histoire de la peinture, vous savez que au Cinquecento, au XVIe siècle, eh bien, le fond blanc est rarement utilisé. En revanche, au Quattrocento, et un peu avant, on a énormément cet usage du blanc. Et j'avais travaillé en art mural avec Isabelle, et nous avions beaucoup étudié ce problème de la remontée du mur. Qu'est-ce que c'est que ce travail du mur qui fait qu'une fois qu'on a appliqué les couleurs sur une tonalco, tout d'un coup, et puis ensuite longtemps après, le blanc de la chaux du mur remonte. C'est-à-dire que l'hydrate de calcium se fond dans le mur et c'est en quelque sorte un carbonate de calcium en fait, qui remonte et qui donc les couleurs de ce fait-là sont complètement modifiées. Eh bien, on s'aperçoit que chez Fra Angelico, bien sûr, il y a les, à San Marco, on voit bien comment les couleurs remontent du mur et comme on a presque l'impression que les fresques risquent de disparaître. Mais même dans ces peintures qui sont exécutées sur fond blanc, on a le sentiment que c'est un blanc d'où tout émerge, à partir duquel tout est possible, qui travaille. Or, ce blanc-là est extrêmement différent du blanc des tableaux du XXe siècle qui sont utilisés, qui sont peints sur fond blanc. Pourquoi? Parce que, prenons par exemple Cézanne, justement, puisque j'ai pris l'exemple de ce tableau. Eh bien, quand Cézanne dessine une ligne, elle ne délimite pas un corps contre le vide. Le vide lui-même est aussi plein que le plein, et par conséquent, le phénomène transparent n'est plus lié au fond blanc. C'est là que c'est tout à fait extraordinaire. C'est plus un transapparaître qui vient du fond blanc. Le blanc est la seule couleur qui, au XXe siècle, ne peut plus être complètement transparente. Et toi, tu montres un blanc transparent et un blanc opaque. C'est quelqu'un comme Wittgenstein l'avait fort bien marqué. Il avait dit ceci: je regarde à travers un verre transparent, s'ensuit-il que je ne vois pas du blanc? Non. Mais je ne vois pas le verre comme blanc. Comment le comprendre? Alors, je crois qu'il faut comprendre que l'usage du mot blanc a changé. Alors que le mode d'être du blanc était au XVe siècle la transparence, ce mode d'être est exclu à l'âge moderne. Il s'est passé quelque chose d'important entre Cézanne et Malevich. Et je suis très sensible à ça aussi. D'abord, je voulais citer une phrase de Maldinet. Le peintre doit se tenir dans le courage du blanc. C'est très joli ça. Se tenir dans le courage du blanc, ça veut dire que là, on cesse de bavarder, on est face à la surface, au fond, et à ce que vous avez dit, l'opacité ou la transparence et tout ça. Il faut du courage pour y aller. Les peintres classiques, vous savez très bien à leur façon, les neiges de Bruegel. Quand Bruegel peint un paysage enneigé, par exemple un dénombrement à Bethléem, il faut dénombrer les gens qui vont donner leur nom à l'administration romaine. Mais les flocons, comment on va les dénombrer? Je pose la question. Il s'est certainement posé la question. Et donc,
petite phrase là qui pourrait peut-être vous Oui, dire. Le blanc, dans l'esprit que vous avez dit, est-ce que ce ne serait pas un vide capable de laisser flotter des déterminations non liées? J'ai écrit ça comme un paradoxe, mais je répète. Non. Est-ce que ce blanc ne serait pas un vide capable de laisser flotter des déterminations non liées? Bon. Alors, à ce moment-là, si on y arrive, et là vous l'avez dit, on arrive à une identité de la forme et du vide. Oui, tout à fait. C'est ça. Par le bas. Et on peut y arriver que par le bas. On dit identité de la forme et du vide. Et alors, tous les paradoxes sont possibles, ça couvre, ça ne couvre pas, etc. Et vous avez bien fait de citer les Chinois avec le yin-yang inversé. Ça, c'est le chiasme. On s'attendrait à un yin féminin blanc et un yang masculin noir qui arrive. Bon, pas du tout, vous avez dit. C'est exactement le contraire. Ça me fait beaucoup frapper dans les ici. Ça, c'est la force. Et bien, vous savez qu'il y a un poème, il y a un très beau poème du XVe siècle chinois où un homme quitte sa compagne qui reste au bord d'un lac et lui il part en bateau. Et à un moment donné, il se retourne vers elle. Il est déjà sur le lac. Et alors le poème se termine. Je cite, traduction texto, montagne verte, enlacée à l'infinitif, nuage blanc. C'est la traduction de François Tchène. C'est Tchène. Montagne verte, enlacée, nuage blanc, et on est oui, le blanc qui arrive comme l'absence du gars qui part, mais en même temps c'est une montagne verte qui enlace, donc ça ne part pas du tout. Mais comme c'est la femme qui est à la montagne, c'est la femme montagne, elle devrait être yin, la montagne, non, elle est yang. Et le nuage devrait être yang, puisqu'il est du côté du monsieur qui part, mais non, le nuage est yin. Donc c'est un croisement montagne verte, femme, mais yang, qui enlace celui qui part comme un nuage, et donc il part. Mais il y a Isabelle qui voulait dire quelque chose. Oui, justement, Badine, tu parlais de l'encre. Oui. Et vous évoquez bien sûr le blanc. D'un point de vue purement technique, sachez que j'ai beaucoup dessiné avant de peindre, pendant 5 ans au moins. J'ai travaillé beaucoup au fusain, à la pierre noire, mais aussi à l'encre. J'ai fait beaucoup de lavis, L-A-V-I-S, c'est-à-dire un travail essentiellement à l'encre, où il faut effectivement réserver les blancs comme ce que j'ai fait plus tard avec l'aquarelle. Et le travail du lavis, le travail de l'aquarelle m'ont beaucoup aidé, notamment, et la fresque aussi, à réserver les blancs ou la couleur même du support. Parce que par exemple, vous avez beaucoup de bois et la couleur du support est visible à plusieurs endroits. Ça va regarder tout à l'heure ensemble. Tu peux peut-être remontrer on voit bien, par exemple, dans les deux tableaux sur bois, là, on voit incroyablement bien le support du bois. Oui, là par exemple, éventuellement. Mais même, il y a aussi le rehaut de blanc, parce que ce que j'adore dans le dessin, dans la technique du dessin et puis aussi en peinture, c'est que ce blanc, c'est une référence aussi au rehaut de blanc. Ce qu'on appelle le rehaut de blanc, c'est quand un dessin, par exemple la pierre noire ou à la sanguine, est rehaussé pour les saillies, ce qu'on appelle les saillies en dessin et en peinture. Ce sont entre guillemets les volumes, ce qui est le relief, ce qui est dans la lumière et qui accroche la lumière. Et j'adore les dessins du XVIIIe siècle, par exemple, de Watteau, par exemple, ou du XVIIe encore plus. Et j'ai été toujours fascinée par ce rehaut de blanc que j'ai pratiqué aussi. Mais tu as fait Victor Hugo aussi beaucoup. Oui, mais les angles de Victor Hugo aussi, bien sûr. Et le blanc n'existe que parce qu'il y a le noir à côté, et il y a plein d'autres couleurs qui nourrissent le blanc. Et puis il y a les différents... Le blanc, c'est aussi la chair, c'est aussi la graisse, on peut dire, de la viande que j'ai peint pendant pas mal d'années. Donc voilà, ça vient notamment de ça. Oui. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait le débat des rages pour savoir si le blanc et le noir étaient des couleurs ou pas des couleurs. Pour moi, ce sont des couleurs, ça, il n'y a aucun doute. Bien entendu, mais c'est aussi, enfin, ce que j'essaie de montrer dans cet article, c'est que c'est à la fois une couleur et une non-couleur, et que c'est vrai que c'est les deux. Et qu'au fond, ce qui se passe chez toi, c'est que de temps en temps c'est une couleur, de temps en temps c'est une non-couleur. Et c'est là où je crois que Kandinsky s'est trompé. Parce que je vous dis, Kandinsky a compris une seule fonction du blanc, il n'a pas compris l'autre fonction. Je vous lis le texte de Kandinsky. Puis j'aimerais bien que tu réagisses. Bon. Elle analyse le blanc est comme le symbole d'un monde où toutes les couleurs en tant que propriété de substances matérielles se sont évanouies. Ce monde est si élevé au-dessus de nous qu'aucun son ne nous en arrive.
il entombe un silence qui court à l'infini comme une froide muraille, infranchissable, inébranlable. Le blanc sur notre âme agit comme le silence absolu. Il résonne intérieurement comme une absence de son, dont l'équivalent peut être en musique le silence. Ce silence qui ne fait qu'interrompre le développement d'une phrase sans en marquer l'achèvement définitif. Ce silence n'est pas mort, il regorge de possibilités vivantes. Le blanc sonne comme un silence qui subitement pourrait être compris. C'est un rien plein de joie juvénile, ou pour mieux dire, un rien d'avant la naissance, d'avant le commencement. Ainsi peut-être a résonné la terre, blanche et froide, au jour de l'époque glaciaire. Et moi, je le compare au blanc des limbes. Et je pense à la fameuse formule de Klee que j'ai citée déjà, à savoir, c'est ce qu'elle était la première formule de son journal, et celle qui était inscrite sur sa tombe funéraire. Elle dit « Je suis insaisissable dans l'immanence, car je suis présent aussi bien chez les morts que ceux qui ne sont jamais nés. » C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée d'un blanc des limbes. C'est mystique. Bon, oui, je vois qu'il y a un peu ça. Alors là, ça c'est le versant mystique de Mondrian, de Malevich et de Kandinsky est redoutable. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans des espèces de transsubstantiation. C'est très beau, hein, mais en même temps c'est très dangereux. Parce que la peinture moderne, c'est l'immanence, hein, c'est pas la disparition dans des fumées comme ça. Donc ils sont en danger eux-mêmes. Ils ont réussi leur peinture, mais ils sont eux-mêmes en danger en parlant comme ça. Et pourtant, tu as... Alors, c'est ce que je voulais essayer de montrer. C'est qu'il a compris une fonction du blanc, mais il n'a pas compris l'autre. Et l'autre, s'il avait lu les débats sur la peinture au XVIIe ou XVIIIe siècle, il avait vu qu'on s'était posé la question de savoir si le blanc avançait ou si le blanc reculait. Le blanc était dit avancé, et on s'en est aperçu uniquement s'il était entouré de noir, et le noir, s'il n'était pas entouré de blanc, eh bien faisait tache sur le devant du tableau. Il avance tout à fait. Et donc, l'avancée et le recul du blanc et du noir sont liés non pas seulement à l'emploi d'une couleur isolée, mais à l'emploi de cette couleur avec d'autres couleurs. C'est ce dont Kandinsky ne traite pas. C'est donc ce qui fait qu'il confond uniquement le blanc avec cette couleur des limbes, cette couleur d'avant la création, et il ne le comprend plus du tout comme couleur colorante. Et alors c'est ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a un blanc transparessant, ce blanc limbique en quelque sorte, et puis qu'il y a un blanc colorant, et que cette lutte entre les deux blancs, c'est ce qu'on trouve chez Isabelle. C'est presque une semence. Hein. J'ai un de mes amis, des collectionneurs, qui a beaucoup d'humour, hein, et alors qui ose appeler cette série éjaculation. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Mais le blanc, pour revenir au blanc, j'ai en tête un IQ de Paul Claudel. Il a écrit un petit recueil quand il était au Japon. Une pivoine aussi rouge que la neige est blanche. Et ça c'est très intéressant parce qu'il n'ose pas dire le blanc tout seul, il le dit par rapport à quelque chose de très rouge qu'il n'ose pas dire non plus. Et du coup le blanc est en rapport, en écart avec le rouge vif. Et ça c'est moderne ça comme proposition. C'est la chair. C'est la peau et le sang. Le blanc.